Et si, au fond, on était les principaux artisans de notre propre malheur, sans même s'en rendre compte? C'est cette idée un peu provocante qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en plongeant dans les travaux de la psychologue Marie Andersen. Pédale-t-on tout en appuyant sur les freins? Cette question, elle est vraiment au cœur de tout. C'est l'image parfaite pour décrire ces moments où, malgré tous les efforts du monde, on a cette désagréable impression de faire du surplace. On avance, oui, mais c'est comme si une force invisible nous tirait en arrière. Pour nous guider dans tout ça, on va s'appuyer sur le livre L'art de se gâcher la vie. Alors attention, ce n'est pas un énième manuel de développement personnel. C'est plutôt un guide à contre-courant qui nous montre, avec une clarté parfois déconcertante, tous ces mécanismes subtils qui nous empêchent d'aller bien. Alors voilà le programme. On va d'abord définir ce que c'est, cet art de l'autosabotage. Ensuite, on plongera dans les pièges mentaux les plus fréquents, le mythe du bonheur parfait, les histoires qu'on se raconte à longueur de journée, et puis notre relation si compliquée avec le temps et la peur. Et pour finir, on verra que le premier pas pour s'en sortir est, juste d'en prendre conscience. Bon, entrons dans le vif du sujet. Quel est ce mécanisme au cœur de l'autosabotage ? C'est une force psychologique vraiment puissante, que le livre appelle l'obstination. Alors attention, il faut être très clair ici. L'obstination, ce n'est pas du tout la même chose que la persévérance ou la ténacité. La persévérance, c'est positif. L'obstination, c'est cet entêtement qui nous épuise, cet effort qu'on continue de fournir contre toute logique, même quand ça nous fait manifestement du mal. Et cette obstination, en gros, elle prend 3 formes principales. On peut d'abord s'accrocher à des idées qui nous font souffrir, on peut aussi rester coincé dans une situation inconfortable juste par habitude ou par passivité, et enfin, on peut répéter encore et encore les mêmes actions qui ne mènent absolument nulle part. Ces 3 schémas sont vraiment à la base de tout. L'un des terrains de jeu favoris de cette obstination, c'est notre vision du bonheur. C'est le premier grand piège mental. Toutes ces croyances qu'on a sur ce que le bonheur devrait être. Prenons l'histoire de Nathalie. Elle est très parlante. De l'extérieur, sa vie a tout pour être parfaite. Mais à l'intérieur, elle ressent un vide, une insatisfaction constante. C'est comme si elle était prisonnière d'une cage dorée, l'idée d'un bonheur qui ne correspond absolument pas à ce qu'elle vit au quotidien. Et c'est là que le bât blesse. D'un côté, on a le rêve qu'on nous vend, un bonheur lisse, sans conflit, une sorte de plénitude permanente. Et de l'autre, il y a la réalité. Une vie riche, une vie pleine, c'est fait de haut et de bas. Ça inclut la tristesse, la colère, la frustration. C'est normal. Ça, le philosophe Pascal Bruckner l'a résumé avec une phrase qui frappe fort. On rend les gens malheureux de ne pas être heureux. C'est cette pression sociale constante, cette obligation d'être heureux qui finit par créer de la culpabilité dès qu'on ressent une émotion négative. Ok, au-delà du mythe du bonheur, un autre piège se trouve directement dans nos têtes. Ce sont les histoires qu'on se raconte. Voyons un peu comment nos interprétations personnelles deviennent de véritables sources de souffrance. L'exemple de David est assez frappant. Il est épuisé par les critiques constantes de sa mère. Il a fini par se persuader que son bonheur dépendait entièrement de l'approbation de sa mère. Une approbation qui, bien sûr, n'arrive jamais. C'est comme s'il avait donné la télécommande de son bien-être à quelqu'un d'autre. C'est un mécanisme qu'on appelle la projection. Quelqu'un qui à l'intérieur se sent timide et peu sûr de soi peut être perçu par les autres comme étant distant, voire arrogant. Il y a un fossé énorme entre ce qu'on ressent et ce que les autres voient, ce qui crée des malentendus sans fin. Et ça nous amène directement au grand classique, le piège de la comparaison. L'erreur fondamentale, c'est qu'on compare nos coulisses avec la scène des autres. L'histoire d'Annie et Charlotte, 2 amies qui s'enviaient en secret, en est l'exemple parfait. Chacune voyait la vie apparemment parfaite de l'autre, sans avoir la moindre idée de ses difficultés intérieures. Après les histoires qu'on se raconte, il y a un autre grand terrain de jeu pour l'autosabotage. C'est notre rapport au temps et notre gestion de la peur et de l'inconnu. J'aime beaucoup cette petite parabole de la poudre anti-éléphant. C'est un homme dans un train qui jette de la poudre par la fenêtre. Son voisin lui demande pourquoi. « C'est pour éloigner les éléphants », répond-il. « Mais il n'y a pas d'éléphant ici ?» rétorque le voisin. Et l'homme de conclure, « Vous voyez, ma poudre est super efficace. » C'est exactement ce qu'on fait quand on évite nos peurs. On ne vérifie jamais si le danger est réel et on se persuade que notre stratégie d'évitement fonctionne. Et ce comportement d'évitement, il est souvent nourri par une peur fondamentale, celle de l'échec. Or, comme le dit si bien cette citation, cette peur est paralysante. Elle nous empêche d'essayer, de prendre des risques et donc, au final, d'apprendre et de grandir. On se retrouve souvent comme des funambules, avec un pied dans un passé qu'on idéalise et l'autre dans un futur magique qui est censé tout régler. Mais à force de se concentrer sur avant et après, on passe complètement à côté du seul moment où on a un vrai pouvoir d'action. Maintenant.
Alors, comment on fait pour sortir de ces schémas? Eh bien, la toute première étape, la plus essentielle de toutes, c'est la prise de conscience. C'est de mettre de la lumière sur ces mécanismes, de les nommer. C'est déjà le début de la libération. Et nous voilà revenus à notre image de départ. L'idée, ce n'est pas de trouver une solution miracle pour être heureux. L'objectif est bien plus simple, bien plus accessible, c'est d'abord d'arrêter de se compliquer la vie, d'identifier où sont nos freins et de commencer doucement à lâcher la pédale. La question finale, c'est donc une invitation à regarder à l'intérieur. Quelle est l'histoire qui tourne en boucle dans notre tête? Est-ce que c'est une histoire qui nous donne de l'élan ou au contraire une histoire qui nous maintient en cage? Parce qu'au bout du compte, comme nous le rappelle Simone de Beauvoir, peu importe les histoires du passé ou les angoisses du futur, le présent, c'est le moment du choix et de l'action. C'est ici et seulement ici que se trouve notre véritable pouvoir de changer les choses.